Normand Brathwaite qui a frôlé la mort. C'est confié à notre collègue Sophie Durocher. 42 jours hospitalisés en avril et mai dernier, 10 jours dans le coma. Il est même passé proche de mourir, voire la mort dans l'ambulance. Le soin intensif, il souffrait d'acidocétose diabétique, insuffisance rénale aiguë dans un contexte d'usage d'alcool. Il mentionne que il est alcoolique. Ça fait partie du problème, mais quand c'est arrivé, le 14 avril, c'est sa conjointe qui l'a retrouvé par terre, inerte, sur le bord du lit. Elle a contacté l'ambulance à Saint-Paul-d'Abbotsford jusqu'à l'hôpital de Granby et puis ensuite le CHU de Sherbrooke. Mais dans l'ambulance, les paramédics lui ont dit « Vous devriez lui faire vos au revoir parce qu'il ne passera pas au travers, ses reins ne fonctionnent plus. » C'était la fin. Ils ont réussi à le garder en vie. Son cœur faisait des solos de batterie. C'est comme ça qu'on le raconte ce matin, mais de façon inégale, et son sang est viré au poison. Celui qui a une résidence secondaire en Gaspésie a passé une période hyper difficile. Puis ce qu'il raconte à notre collègue Sophie Durocher, c'est qu'il se rend compte que depuis 19 ans qu'il consomme de l'alcool et l'alcoolisme fait entre autres partie du problème. Son psychologue, parce qu'il est suivi maintenant par un psychologue, dit l'alcool, c'est 15 %. Maintenant, il faut aller comprendre les problèmes, qu'est-ce qu'il y a derrière. Celui qui reprend du mieux va reprendre la barre de Bellebum, mais jusqu'à ce moment-là, doit prendre du repos. Il a été chanceux dans sa malchance, mais ça a été toute une épopée. Ça frappe de lire ça ce matin. On sait, on l'avait vu. Il n'était plus à la fin de l'émission Zénith. Il était plus sur le plateau vers la fin. Il avait été remplacé par quelqu'un. On n'avait plus de ses nouvelles. Et d'apprendre ça, j'avoue que ça saisit tout le monde ce matin. Ben moi, ça m'a fait quelque chose, sincèrement, d'apprendre ça. Parce que, bon, on connaît aussi le personnage Normand Brathwaite qui fait partie du paysage télévisuel depuis des décennies. Qui ne connaît pas Normand Brathwaite? Et c'est quelqu'un qui, je veux dire... qui s'est pas épargné, là. Non. Je veux dire, il y en a dessus... Si vous trouvez que moi, je travaille beaucoup, là, je veux dire... Normand Brathwaite a la médaille d'or, là, depuis plusieurs années, cumulait, toutes sortes de mandats. En même temps, être morning man à la radio pendant plusieurs années, Piment fort en même temps, les autres tournages. Puis, c'est quelqu'un qui a vécu à 100 000 à l'heure toute sa vie. Et moi, je le trouve très courageux d'abord dans sa prise de parole avec Sophie Durocher, quelqu'un qui l'apprécie. On va recevoir Sophie d'ailleurs à 7h15 ce matin. De se l'avouer en disant « Je suis alcoolique, je me suis fait traiter. Non seulement je veux plus jamais boire, mais je veux plus jamais avoir les problèmes qui m'ont mené à boire. » Parce que des fois, un amène l'autre. Oui. A avoué aussi à Sophie Durocher qu'il avait vécu le printemps dernier un autre épisode dépressif. Et pour avoir lu sa biographie, d'ailleurs, dans les dernières semaines, à Normand Brathwaite, toute la question de la dépression, ça revient souvent à quelques moments dans sa vie. Que même avec la prise d'antidépresseurs, c'est pas un long fleuve tranquille. Ah ben non, pas du tout. Pensons notamment, et c'est ce qu'il racontait là, dans sa biographie, lorsqu'il s'est séparé de Joanne Blouin, a eu d'autres épisodes dans sa vie aussi lorsqu'il a vécu des difficultés à la radio. Alors c'est là qu'on voit que c'est quelque chose qui est sournois, qui peut nous habiter, puis en souhaitant sincèrement tout le bien du monde, bien sûr, à Normand Brathwaite, mais aussi que sa prise de parole va peut-être avoir éveillé des consciences. Là, briser peut-être un tabou autour totalement. de ça, parce qu'il parle du sevrage qu'il a eu à l'hôpital. Il dit les hallucinations, j'ai pas envie de lui donner des détails parce que ça me replonge là-dedans. Il a dû réapprendre à marcher, à parler. Il a perdu une quinzaine de livres. Moi, je trouve que sa prise de parole peut faire œuvre utile, mais heureusement, il s'en est sorti, mais ça saisit. Oui, parce qu'il faut éviter de se rendre à ce point-là. Là. Je veux dire, si tu te fais plonger dans un coma, que tes reins arrêtent de fonctionner, je veux dire, il faut que ça fasse quand même un bon moment là, que tu consommes. Puis mais dans ce cas-ci, c'est qu'il n'avait pas pris ses pilules de diabète. Il y avait quand même ça là, c'est dans ça l'histoire. qui est conjoint, d'accord, je comprends. Ouais. Et ce qu'on doit retenir aussi de cette histoire-là, puis Normand Brathwaite le soulignait à Sophie Durocher, c'est la présence de sa femme, Marie-Claude Tétrault, de sa belle-fille, de ses enfants. C'est ça, on revient à l'essentiel. Dans ce temps-là, quand ton noyau est là, ça t'aide aussi à affronter cette tempête-là. Alors, souhaitons qu'on le retrouve en pleine forme en janvier pour Bellebum, qui est un rendez-vous aussi incontournable là, à la télé. Puis on le sent heureux aussi lorsqu'il est à Bellebum. Là, ça paraît. Là, mais la musique, puis il racontait aussi à Sophie, la musique, ça le fait vibrer. Je trouve ça beau, cette passion-là qu'il a continué de garder à travers le temps. Ça reste un gars investi, impliqué, engagé. Je trouve que son témoignage aujourd'hui est nécessaire. Ouais.
Maintenant, à l'international, Alexandre, le roi Donald était reçu hier dans un endroit vraiment idéal pour lui, le château de Versailles. Il y avait une réception reçue en grand par le président français Emmanuel Macron après le G7 et on a assisté à la signature du protocole d'accord, là. Oui, la toute première étape, le tout premier document dans le cadre des futures négociations. Il faut le rappeler, c'est pas terminé. Tout ce qui se passe là, comme tergiversation entre l'Iran et les États-Unis, mais c'est quand même un gros pas là, qui a été fait hier. Protocole d'accord qui inclut, je rappelle, le front libanais aussi, sur lequel il y a eu énormément des décès de ce conflit-là. Israël qui ont continué de pilonner là, les banlieues sud de Beyrouth, entre autres. Et Donald Trump, donc, a signé. Le président iranien Massoud Pezeshkian était là lui aussi. Il a signé sa partie du document. Donc, il était supposé avoir vendredi l'autre signature avec J.D. Vance, puis le président du Parlement iranien. Bon, est-ce que ça va toujours avoir lieu en Suisse aujourd'hui? Reste à voir. Il reste le 60 jours de négociation aussi, particulièrement sur tout ce qui trait à l'enrichissement du stock nucléaire iranien. On a évidemment aussi là, levé des sanctions contre Téhéran en contrepartie. Le détroit d'Ormuz est censé rouvrir complètement et gratuitement la navigation. Bref, tout semble aller dans le bon sens. Puis tu as bien précisé Versailles, Alex. Moi, c'est le truc qui me fait le plus sourire parce qu'Emmanuel Macron, on dirait qu'il est rendu particulièrement habile, on dirait, pour parler au Donald ou pour le flatter dans le sens du poil. Il sait comment le prendre. Oui, le mettre dans ses meilleures dispositions. Puis c'est sûr que de le recevoir dans Versailles où s'extasiait le président « All real gold, nothing fake, all real gold ». C'est sûr que ça lui fait vraiment plaisir. Non, mais c'est vrai que c'est beau Versailles, pour y être allé. Oui. C'est vrai que je veux dire, si vous allez en France, si vous allez à Paris, vous devez absolument aller voir Versailles une fois dans votre vie. C'est vrai que c'est somptueux. C'était... on connaît la fascination de Trump pour la royauté. Alors oui, c'est très habile de la part d'Emmanuel Macron. Maintenant, je regarde son Truth. Il n'est pas particulièrement de bonne humeur, là, Donald, ce matin, parce que il se fait un peu critiquer sur ce qu'il y a à l'intérieur de cette entente-là. Et je vais vous lire ce qu'il vient d'écrire. Ces imbéciles qui pensent que j'ai pas été assez ferme avec l'Iran alors que la bourse vient d'atteindre un record historique et que les prix du pétrole s'effondrent sont soit jaloux, soit de mauvaises personnes, soit stupide, et il finit en disant « Rendez sa grandeur à l'Amérique ». Maintenant, il fait référence à la bourse. On a vu lundi un boom. Là, je pense que les marchés se sont vraiment excités lundi. Mardi et mercredi, ça a été plus difficile. Et là, je regarde les transactions d'avant ouverture de marché. On ouvrirait en hausse de 0,65 % à 1,70 % pour les trois principaux indices de Wall Street. Maintenant, il y a juste le temps qui peut nous dire si ça va tenir ou pas, cette affaire-là, parce que on comprend que là, c'est un accord cadre, mais que la vraie réponse, on va l'avoir dans 60 jours. C'est-à-dire que si on réussit pas à s'entendre sur le nucléaire comme tel dans 60 jours, ben là, on va avoir eu un répit, on va avoir eu une petite baisse. En m'en venant ici, je voyais notamment, c'était quasiment 1,60. On s'approche du 1,70 par endroit, en tout cas, disons, sur l'île de Montréal, là, le litre d'essence ordinaire. Dan McTeague, qui est un peu... le baromètre. Plus qu'un baromètre, parce que c'est comme un peu, là, lui, il a une boule de cristal, puis il peut voir un peu d'avance là, en analysant des modèles, de dire, l'essence va continuer de baisser. Lui, il nous prévoyait à peu près... 1,65 au cours de la fin de semaine. Là. On s'y dirige, mais le vrai test, ce sera ça. Parallèlement à tout ça, il y aura aussi, est-ce que Benjamin Netanyahou, parce que semble-t-il que ça inclut aussi le Liban, là, tout ça, là, qu'on espèce d'un apaisement généralisé. Est-ce que Benjamin Netanyahou va poser un geste qui peut faire compromettre ou dérailler, en tout cas, ce projet d'accord cadre-là? Ça, encore une fois, c'est ce qu'on les 60 prochains jours vont nous indiquer. Là, on revient chez nous. Hydro-Québec et Christine Fréchette sont sous pression. Oui, parce qu'on apprend du côté de nos collègues du bureau parlementaire qu'il y a un gros centre de données qui avait déjà été annoncé d'ailleurs de Google qu'on veut construire à Beauharnois. Okay? Gros projet qui avait été lancé en 2021, 735 millions de dollars de centre de données, à un moment où on en parle de plus en plus de ces centres-là. Il y en a plusieurs qui ont ouvert aux États-Unis. Il y a eu des interrogations, par exemple, sur ce que ça faisait à la qualité de l'eau, parce que ça utilise énormément d'eau, des centres de données, pour refroidir tout ce qui est processeur à l'intérieur.
mais ça utilise énormément d'électricité aussi. Et là, c'est que ce serait un projet de 380 mégawatts là, qui pourrait rapporter jusqu'à 150 millions de dollars par année à Hydro-Québec. Ça avait commencé, vous vous souviendrez, sous François Legault, bien sûr, en 2021, mais qui était la super ministre de l'Énergie à ce moment-là? C'était Christine Fréchette. Oui. Et à l'époque, le projet, tout passait crème, on s'attendait à ce que ça aille dans la bonne direction. Et là, depuis que Mme Fréchette est là, semble-t-il qu'elle a bloqué l'entente. Là. Elle a reçu des nouveaux avis, pas certaine, par exemple, que ce soit bon pour la souveraineté numérique du Québec, pas certaine aussi que ça se fasse là, trop au détriment d'autres projets plus québécois qu'on pourrait avoir en électricité, puis surtout, on est vraiment, vraiment sur le bord de la limite d'Hydro-Québec. Là. On a très peu d'énergie puis de mégawatts disponibles. Puis c'est pas un projet qui crée beaucoup d'emplois, un centre de données. Là. Oui, ça va ramener de l'argent à Hydro-Québec. Hydro-Québec en a besoin. Je rappelle, il y a un plan de 200 milliards de dollars là, pour moderniser Hydro-Québec puis doubler sa capacité. On peut pas cracher sur de l'argent, mais d'un autre côté, est-ce qu'on veut vraiment accorder une si grande partie de notre électricité puis de nos ressources à Google? C'est tout un dilemme devant lequel Mme Fréchette est mise. Puis il y a beaucoup de pression au niveau politique pour que ça passe. Parlant de pression dans le monde politique, ben là, on annonce des candidatures. Là. La CAQ, ça s'en vient, là, semble-t-il. J'entendais Mme Fréchette. Un jour, peut-être. Non, mais en fin de semaine, là. En fin de semaine, là, on va annoncer, ça va être, en Estrie. On a déjà des petites bribes d'informations. Et là, les libéraux, hier, nous en ont annoncé une candidature dont le nom de famille nous est bien connu. Oui, Antoine Dionne Charest, le fils de M. Charest, ancien premier ministre du Québec, qui est déjà impliqué. Là, on s'entend depuis comme 20 ans là, autour du Parti libéral du Québec. À peu près à chaque élection, Alex, ça revient. Allez-vous vous présenter? Ah non, pas tout de suite. Le temps est pas bon. J'ai d'autres projets. Là, enfin, ça semble être la bonne, ces élections-ci, pour le fils de M. Charest. Va se présenter dans la circonscription de Verdun, dans le sud-ouest de Montréal. Dit, c'est vraiment la circonscription qui représente le plus mes valeurs. Moi, je veux ici travailler sur le logement, tout particulièrement. Il dit que ça va être le fer de lance de sa campagne. Alimentation, transport également. Il y a du chemin à faire. Il le reconnaît avant les élections. Là, je rappelle, ils sont à 27% derrière le Parti québécois, à 35% les libéraux. Il est aussi revenu sur le scandale du PLQ impliquant l'ancien chef Pablo Rodriguez. Évidemment, il est allé d'un « tout a été enquêté ». Moi, je fais partie d'une nouvelle génération de libéraux qui n'ont jamais été en politique. Mais c'est sûr qu'avec le nom comme le sien, c'est difficile de se dissocier du passé. C'est sûr que ça risque de revenir là, dans la campagne. On s'entend. Je doute pas du tout des compétences d'Antoine Dionne Charest, qui va se faire un nom aussi, parce qu'on le présente comme le fils de, mais bon. Il a ses propres qualités. Non, mais dans le sens qu'il y a toutes les compétences pour se faire un prénom. Là. Ça, je suis pas inquiet du tout. Sauf que la question va revenir. Autre fait intéressant hier, parce que, Charles Milliard était là. Il y avait plein de pancartes avec son nom. Il y avait de l'ambiance, honnêtement. Là. Il y avait de l'ambiance à Verdun. Et là, tu sais que nos collègues journalistes ont posé la question. On regardait leur montre, on dit, vous avez mis en demeure Paul Saint-Pierre Plamondon dimanche, vous y avez donné 72 heures pour répondre. On est pas mal dans ces délais-là. Puis là, il a vasouillé un peu. Puis là, on regarde un peu nos options. Et ça, c'est le piège. C'est comme, oui. Je veux juste vous rappeler là, que quand tu bombes le torse comme ça, là, puis après ça, là, tu te dis, regarde, moi, là, je vous donne 72 heures pour vous rétracter, sinon, je vais vous poursuivre pour diffamation. Et que là, le délai arrive, puis qu'il se passe rien. Ça fait pouet-pouet. Tu peux pas lancer des ultimatums comme ça, puis quand on dit « Ah non, tu bluffes », juste te rétracter, là, c'est pas un bon joueur de poker jusqu'ici. C'est juste que M. Milliard, je pense pas que ça l'aura avantagé, cette situation-là. Je pense pas que ça aura été la bonne stratégie d'aller de l'avant avec cette menace de poursuite en diffamation, cette mise en demeure, de faire un gros show avec ça. En tout cas, Paul Saint-Pierre Plamondon n'a pas l'air trop inquiété de ça, parce que lui, il est en Europe, il est en tournée en Europe. Alors là, je sais pas si l'huissier va y courir après jusqu'en Europe pour y remettre ses documents judiciaires, si les libéraux, finalement, vont de l'avant avec ça. Mais c'est vraiment fascinant, cette histoire-là. L'itinérance, Alexandre, on en a beaucoup parlé, c'est un enjeu, là. Et voilà que Québec débloque quand même 12,5 millions de dollars. Oui, qu'on va distribuer à des organismes là, directement dans l'ensemble du Québec. 12,5 millions pour surtout la prévention là, de la lutte contre l'itinérance. C'est la ministre là, Chantal Rouleau de la Solidarité sociale qui va l'annoncer là, en plus grande pompe d'ailleurs là, aujourd'hui dans une annonce. C'est plusieurs enveloppes qu'on donne. Ça part à 100 000 et ça se rend jusqu'à 5 millions. 5 millions, vous comprendrez évidemment, s'en va à la métropole, à la ville de Montréal. C'est 5 000, là, la grande majorité des gens qui sont en itinérance visible qui se trouvent directement à Montréal.
mais il y a au-dessus quand même là, un peu plus que 12 000 personnes qui seraient en situation d'itinérance visible là, partout au Québec, augmentation de 20 par rapport à 2022. Bien évidemment, on veut surtout investir, puis c'est ce qu'on dit du côté de la Ville de Montréal, dans l'itinérance au féminin. On dit qu'il y a beaucoup plus de cas, que ça a monté la proportion de l'itinérance chez les femmes, qui est une clientèle très particulièrement vulnérable. On s'entend, là, violences sexuelles, violences physiques qui viennent clair. beaucoup dans ces milieux-là, malheureusement. Fait à noter aussi, il y a plusieurs régions administratives qui en ont besoin maintenant. L'itinérance, c'est plus juste montréalais. On s'en va, oui, à Québec, à Laval, mais aussi dans les nations CRI, les premières nations du Québec et Labrador. Tous ceux-là vont recevoir des enveloppes. Il faut faire attention. Moi, je trouve que leur défi avec cet argent injecté-là, ce sera de la façon de le distribuer. Souvent, sur le terrain, c'est ce qu'on nous dit. La façon de distribuer les enveloppes, c'est ça, des fois, qui crée le besoin. Ben ça, c'est clair. Puis toi, tu l'avais constaté même. Tu sais, l'année passée, tu avais accompagné aussi des organismes. J'avais été avec le Centre des femmes, j'avais fait la popote roulante. J'ai fait plusieurs organismes à chaque semaine l'année passée pour mieux comprendre le visage. Puis ce qu'on nous disait souvent, c'est OK, oui, l'argent, on en aura toujours besoin, mais souvent, l'enjeu, c'est de la façon dont c'est distribué. Puis souvent, on le fait de façon généralisée au Québec, mais les besoins ne sont pas nécessairement les mêmes à Sherbrooke qu'à Montréal, par exemple. Non, puis on est une société trop riche, trop digne pour laisser faire ça. Puis il y a le sommet aussi. Hein, vous vous souvenez, Pauline Marois, avec d'autres personnes, avait fait une sortie, là, avait écrit, puis on l'avait reçu à l'émission, avait fait une lettre pour réclamer notamment la tenue d'une espèce de sommet, là, pour réunir tous les acteurs. Puis pas juste politiques, là, mais aussi des gens du milieu, pour après ça s'asseoir ensemble, puis là, dire, OK, là, on trouve une solution. Ouais. Est-ce que ce sera la meilleure façon de faire? Est-ce que dans ce cas-ci, l'argent qui est mis, c'est un pas, bien sûr, dans la bonne direction? Mais tu as dit quelque chose de tellement important, Alexandre, c'est plus juste à Montréal. Moi, je le constate aussi, là, même moi, j'ai une toute petite municipalité. Puis, de plus en plus, on voit certaines situations. On ne peut pas laisser faire Saint-Jérôme, ça, près de chez toi, on a eu tous des cas loin. répertoriés à l'hôpital de Saint-Jérôme aussi, dans le coin de Val-d'Or également. Puis c'est parce que c'est un enjeu tellement multifactoriel, l'itinérance aussi. Là. Oui, on parle d'enjeux de santé mentale, d'enjeux de toxicomanie, d'enjeux de crise du logement aussi. Puis si tu ne règles pas tous ces problèmes-là, mais tu vas continuer à avoir une augmentation de l'itinérance. Et un petit mot sur la Coupe du monde? Oui, parce qu'il y a une excellente nouvelle. Reste à voir si ça va se concrétiser. Mais l'entraîneur-chef là, du Canada, Jesse Marsh, a confirmé hier là, dans une conférence de presse qu'Alphonso Davies, l'étoile du Canada de la formation de l'Unifolié, est disponible aujourd'hui en vue du match contre le Qatar qui va se dérouler d'ailleurs à Vancouver où lui a fait ses premières armes là, dans le réseau professionnel. S'il pouvait là, être déployé aujourd'hui, peut-être en deuxième demi, si le Canada a besoin de renfort, ça pourrait faire un grand bien puis plaire pas mal aux 50 000 partisans qui vont être là.